Bien. Commençons avec notre première conférence sur l'AfD au Bundestag. Notre oratrice est Myriam et je pense que Myriam est la meilleure personne pour parler de cette thématique. Elle travaille depuis 2016 au Bundestag chez les Verts. Elle voit, elle est aux premières loges pour voir ce qui se passe au Parlement et tout particulièrement ce qui se passe dans la faction AfD. Applaudissements pour Myriam. Bienvenue. Je vais vous parler de la politique en matière d'Internet de l'AfD au Bundestag. Je voudrais rappeler que je parle ici en mon nom. Je ne représente aucun parti et je suis moi-même membre d'aucun parti. L'AfD, depuis 2017, est au Bundestag et elle se fait beaucoup remarquer. Elle parle surtout des thèmes comme l'asile, les migrations, l'islam et la sécurité. Ainsi, en public et dans les médias, ils se font remarquer par leur xénophobie, par leur racisme. Et on a surtout rapporté cela dans les médias. Voilà 2 exemples. Le parlementaire M. Courriot, en septembre, a déclaré ou a dit certaines choses bien fascistes. Il a notamment parlé de Lebensraum. Il a également été dit dans des commissions budgétaires que les migrants pouvaient amener des maladies et qu'il fallait les traiter aux antibiotiques dès leur arrivée et qu'il fallait les mettre en quarantaine. En écoutant cela, on peut se sentir malade. Leur islamophobie est tout à fait scandaleuse. Quand j'ai commencé à parler de cela autour de moi, les premières réactions ont été sur le fait que l'AfD commençait à s'occuper de la politique en matière d'Internet. Les gens n'ont pas vraiment été étonnés. Tout d'abord, je voudrais savoir qui d'entre vous connaît un parlementaire et peut le nommer qui s'engage pour la politique en matière d'Internet au Bundestag. Ou encore, est-ce que quelqu'un a entendu des discussions sur ce que fait l'AfD en matière d'Internet? Bien. Je vois 3 mains qui se lèvent. Littéralement 3. Je trouve que c'est déjà très révélateur. Et parce que je pense que ici, les gens s'intéressent particulièrement à cette thématique. C'est un bon exemple de voir que dans cette salle, personne ne sait que l'AfD s'occupe de la thématique de politique Internet. Sur ce débat au Bundestag, on parle seulement de ce qui se passe au niveau de la grande coalition et les débats qu'ils ont en matière d'Internet avec l'opposition. En général, ça se passe comme ça. L'Union et le SPD, les conservateurs et les socialistes, parlent du cheval de Troie fédéral et en général, les Verts sont contre ce genre de mesures. Mais ce que dit l'AfD, personne ne le sait. Pourtant, ils sont présents dans différentes commissions, sur le numérique ou sur l'intelligence artificielle, et on ne sait pas ce qu'ils disent dans ces commissions. Mais ils sont là, ils parlent lors de débats, ils parlent dans les différentes commissions, et ils sont présents dans différents événements mis en place par des organisations diverses. Dans cette conférence, je voudrais mettre en lumière ce que dit l'AfD lors de ces débats. Je pense qu'au début, on va simplement demander à Alexander Gauland, le chef du parti AfD, ce qu'il dit. L'oratrice montre une vidéo. Monsieur Gauland dit, de manière assez vague, qu'il ne s'intéresse que de loin à ces questions.
Monsieur Garland dit que des emplois vont être perdus à cause de la numérisation de la société. Mais il est clair qu'il ne connaît pas grand-chose à la question. On peut donc essayer maintenant de se pencher un peu plus sur la question. Fondamentalement, l'AfD a actuellement 91 parlementaires au Bundestag. Vous voyez ici sur le diagramme, ils sont tout à droite. Avec ce chiffre, l'AfD est réellement le plus grand parti d'opposition. Dans la plénière, ils sont assis tout à droite, vu depuis le pupitre de l'orateur. On voit ici, au tout premier rang, une parlementaire de l'AfD. Au Bundestag, ils peuvent prendre la parole en premier lorsqu'il s'agit de donner la parole à l'opposition. Tout simplement parce que c'est le plus grand parti d'opposition. Ils ont un temps de parole relativement long, en plénière et dans les différentes commissions. Ils peuvent donner des avis, ils peuvent proposer des lois, ils peuvent également faire des demandes. Même s'ils n'utilisent pas toujours leurs droits, ils ont tout de même tous les droits d'un parti normal dans le Parlement. Il y a d'autres commissions, pas seulement en intelligence artificielle ou dans la commission sur le numérique, où l'AfD est présente et où le sujet sur la politique en matière d'Internet revient. Il y a 2 commissions d'enquête dans lesquelles ils sont membres, notamment sur l'intelligence artificielle et sur l'éducation et le monde du travail numérique. Les commissions d'enquête sont des commissions qui ne durent qu'une législature. En général, ils s'occupent de thèmes bien particuliers, bien précis et très concrets. Ils sont aussi envoyés dans différentes organisations, comme dans des conseils. Lors de ces conseils, l'AfD envoie des représentants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 3 parlementaires. Ce sont les 3 qui sont également dans la commission sur le calendrier du numérique. Et c'est eux qui s'occupent particulièrement de politique en matière d'Internet. Il y a Uwe Kamann, Uwe Schulz et Johanna Kotar. On peut faire des blagues de mauvais goût sur le fait que 3 parlementaires d'extrême droite s'appellent Uwe. 2 des 3 s'appellent Uwe. Mais toujours est-il qu'il y a quelque temps, Uwe Kamann a quitté le parti et la fraction AfD du Parlement allemand. On ne sait pas exactement pourquoi. On peut faire des hypothèses et je vais en parler à la fin de ma conférence. Je trouve que c'est particulièrement intéressant. Je vais tenter un petit peu de m'informer plus sur Uwe Kamann, mais au final, il se trouve que je n'ai même pas eu le temps parce qu'il a mis son site hors ligne. Je pense que sa séparation avec l'AfD ne s'est pas particulièrement bien passée. Je vais laisser cette histoire de séparation de côté parce que j'ai étudié ce qui s'est passé pendant l'année dernière. Chaque semaine, j'ai l'occasion de voir ce qu'ils font parce que je travaille au Bundestag et je vois qu'ils ont un style de communication relativement normal. En général, quand on voit des vidéos des parlementaires AfD, ce sont souvent des discours très controversés. Et ils disent souvent des choses assez graves. Comme par exemple Gauland,
lorsqu'il a dit qu'il allait chasser les membres des autres fractions. Mais ces 3 parlementaires sont plutôt calmes et ils n'ont pas de discours particulièrement violents. En comparaison avec les autres membres de leur fraction, on ne peut pas dire que ce sont des gros nazis. Ils ont un site qui est assez... Voici un site qui est assez bien construit, où l'on peut s'informer sur les différents parlementaires et leurs collaborateurs, et on peut voir avec qui ils sont en réseau. Pour bien voir le contraste, je vais vous montrer cette analyse de la TAZ, un journal berlinois, sur ce que fait Peter Felser. C'est un ancien officier de l'armée allemande et il a travaillé dans des maisons d'édition. Dans les années 90, il était membre des Républicains, un parti d'extrême droite. Et ses loisirs sont le négationnisme et l'antisémitisme. Voici un extrait de son CV. À côté de cela, la Taz a déterminé qu'il a certaines relations avec M. Uwe Kamann. Certains de leurs collaborateurs ont des relations dans le monde de l'entreprise. Ils ont également des relations dans le monde de l'entreprise, de l'économie. Et Johanna Kotar a également ce genre de relations. Kamann, Kotar et Schulz viennent plutôt du monde conservateur, mais ne montrent pas de tendance vraiment d'extrême droite. Cela se voit aussi dans leur manière de faire de la politique et dans leur comportement quotidien. Le Centre de recherche sociale de Berlin a analysé comment les parlementaires de l'AfD se comportent dans les parlements des États fédérés. Dans cette étude, on distingue ceux qui sont plutôt du côté du mouvement et ceux qui font plutôt des actions au sein du Parlement. Voilà une définition qui va être lue par l'oratrice. Ceux qui sont plutôt orientés vers le mouvement vivent de moments dans lesquels ils se distancent du Parlement, ils se comportent comme porte-voix des organisations d'extrême droite et essayent de mobiliser leurs membres dans la rue. Ce sont ceux qui, par calcul politique, se comportent vraiment de manière très très limite et disent des choses qui sont souvent relayées dans les médias et ils disent des choses assez graves. À côté de cela, il y a ceux qui sont plutôt orientés Parlement et qui insistent sur leur comportement professionnel et ils essayent de convaincre de manière argumentée au Parlement lors des plénières. Tout cela montre une stratégie de l'AfD pour essayer de se forger une place durable à droite du Parti conservateur. Les autres essayent plutôt de créer du conflit. Ils essayent vraiment de se distancer de la fraction AfD au Parlement. A contrario, ceux qui travaillent au Parlement essayent plutôt de faire consensus. Les uns provoquent, les autres essayent de dédiaboliser l'AfD au sein du Parlement. Ils essayent de faire des propositions sensées. Dans cette étude, on voit bien qu'il y a il y a deux fractions au sein même d'une fraction. Et ils peuvent être tous classés selon ce schéma. Tous les parlementaires peuvent être classés selon cela. On voit clairement qu'il y a deux ailes différentes au sein de la fraction AfD.
Dans les commissions, en général, il est tout à fait clair que les parlementaires de l'AfD ne connaissent pas du tout les thématiques en matière d'Internet. Cela dit, ils essayent de se montrer comme étant des professionnels, ils plaisantent avec les parlementaires du FDP, ils souhaitent un bon anniversaire aux parlementaires concernés, et parfois ils soutiennent même les propositions des Verts. Voyons ce qu'ils proposent au sein de ces différentes commissions. J'ai remarqué que leur positionnement va toujours dans 3 catégories. Tout d'abord, leur position est soit eurosceptique ou nationaliste. Deuxièmement, soit ils essayent de se victimiser. Ou alors, troisièmement, ils essayent simplement de surfer sur la vague des autres et ils disent simplement la même chose que les autres et donc ils ne contribuent pas. Un exemple pour cette première catégorie, l'euroscepticisme de l'AfD, ils essayent de refuser tout ce qui vient de l'Union européenne. Ça a toujours été le noyau de l'AfD et on a vu ça dès la création du parti. Pour eux, l'Union européenne est une énorme bureaucratie qu'il faudrait quitter. Cela s'est vu dans les débats sur le RGPD, où ils ont dit que c'était trop compliqué et qu'il fallait refuser de jouer le jeu de l'Europe. Il y a eu, bien sûr, lors des débats sur le RGPD, des arguments sensés contre celui-ci, mais au final, il a quand même été voté. Au Bundestag, en général, les parlementaires présentent le travail des différentes commissions. Et un jour, un parlementaire de l'AfD a déclaré l'international, ce n'est pas trop notre truc. Pourtant, tout ce qui a à voir avec Internet devrait être considéré comme international. Beaucoup de débats de l'AfD ont été l'AfD s'est présenté comme victime ou ils sont contre la censure et la liberté d'expression qui est présente en ligne contre l'AfD. Mais on peut avoir ce positionnement qu'a l'AfD uniquement si on est comme l'AfD, un parti avec des idées extrémistes et c'est clairement pas une liberté d'expression qu'on peut tolérer à mon avis. Je vais vous citer quelques exemples. On a une interview sur ZDF où on peut se demander pourquoi ça n'a pas été bloqué. Sur les mouvements d'extrême gauche et pourquoi une justification sur les mouvements d'extrême gauche sous forme de médiathèque et ça a été qualifié par l'AfD d'extrémisme.
Et un autre exemple avec Uwe Schulz qui a parlé de numérisation et il a réussi à parler du sujet de l'immigration et qui n'avait rien à voir. Et on se rend compte qu'ils n'ont pas vraiment d'avis en général sur la digitalisation. Ils essayent vraiment de suivre le mouvement des autres partis. Ils ont, dans les débats, au Parlement, ils ont simplement répété et suivi ce que les autres partis ont exprimé. Ici, on va vous montrer encore un exemple. C'est un discours de Uwe Kamann. Et on va... L'intelligence artificielle, mesdames et messieurs, ça n'a rien à voir avec... Ma fraction, l'AfD, veut s'engager pour ce sujet. Mais je ne veux pas répéter les erreurs du passé que tout le monde connaît et je veux vraiment travailler de manière constructive pour l'avenir et dans ce domaine. On voit que l'AfD donc n'a vraiment rien d'intéressant à dire sur le sujet. Et ils veulent surtout éviter de s'engager sur des sujets qui sont européens, voire internationaux. Et on voit que bien souvent, ils vont se rattacher aux idées des autres partis. On voit qu'il y a une sorte de normalisation du discours et les expressions utilisées sont ils veulent montrer qu'ils sont normaux et qui se comportent comme tous les autres politiciens, mais malheureusement ce n'est pas le cas parce qu'ils font partie d'un parti extrémiste, l'AfD. Ici on voit par exemple l'AfD qui a publié une proposition pour un conseil digital d'État. Et donc, la deuxième question dans ce document demande pour quelles raisons est-ce que les experts dans le domaine des connaissances et de l'économie privée numérique l'AfD a aussi déposé une proposition pour le financement de la conférence Republica et pour réduire le financement envers la Republica pour les fonds publicitaires pour la Republica. On voit qu'il se positionne clairement contre
La Repubblica, par exemple, entre autres. J'ai vraiment l'impression que ici on voit encore comment le positionnement de l'AfD se fait sur trois aspects. L'AfD est traitée comme tous les autres partis, par exemple. On voit dans les différentes commissions que les représentants politiques de tous les partis sont invités, et notamment ceux de l'AfD. La deuxième catégorie, on a des organisations qui veulent se différencier de l'AfD, mais qui ne sont pas forcément faciles à identifier de l'extérieur, et qui sont plus à gauche et qui parlent plus avec les démocrates. Et le troisième groupe, c'est ceux qui veulent clairement se différencier de l'AfD et par exemple dans les discours sur les ordinateurs quantiques, on voit qu'on a plusieurs membres qui vont s'exprimer, et l'AfD par exemple ici a eu une invitation à l'AfD qui n'a pas répondu et qui ne s'est pas présenté à la commission de discussion sur les ordinateurs quantiques. Et au final, quand il s'est présenté dans sa session le discours de présentation où il a parlé de lui, il a parlé d'immigration, d'antisémitisme et des idées globales de l'AfD, et il a clairement voulu se différencier de ces idées et dire qu'il était là pour parler d'ordinateurs quantiques et pas d'immigration. Ici, on a encore un extrait de la politique numérique de l'AfD. Si on va voir sur le site netspolitique.org, on peut trouver toutes les informations sur le positionnement et sur la politique numérique. Le site ccc.de a un article qu'on voit ici déjà de 2015 qui parle du positionnement extrême déjà contre la politique numérique dans les partis extrémistes. On a so ein richtiger Hardcore-Nazi arbeitet. Also ich sage jetzt nicht AfD, sondern so ein richtiger Hardcore-Nazi. Sie haben dann Dans les locaux de la Open Knowledge Foundation à Berlin, il y a quelqu'un qui travaillait là-bas assez régulièrement, qui avait clairement des opinions fascistes. Ils se sont demandé dans cette fondation, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Est-ce que ils se sont rassemblés, ils ont eu des réunions et ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire et comment gérer cette situation. Finalement, ils ont dit, avec différentes parties, donc différentes personnes qui étaient présentes dans la fondation, dans cet open space, ils ont conclu qu'ils n'allaient certainement pas le jeter dehors, mais qu'ils allaient essayer de coller des autocollants de manière assez ostentatoire pour dire que certaines positions n'étaient pas acceptées dans cet espace. De telle manière à ce que
la personne avec ses opinions fascistes se sente un petit peu remise en question, mais puisse tout de même utiliser tout le matériel qui était mis à sa disposition et qui puisse aussi être présent dans cet espace. Finalement, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a beaucoup d'organisations qui ont fait ce genre de choses, qui invitent tout le monde et qui invitent tous les partis. Et au final, l'AfD est invitée également, mais c'est juste qu'il n'y a personne qui va parler avec l'AfD. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le consensus de Berlin. C'est une déclaration de différents partis allemands où tous les partis se sont mis d'accord pour dire que lors des campagnes, on fasse en sorte que les déclarations racistes ne soient pas instrumentalisées, qu'on n'allait pas avoir des opinions racistes en public et qu'on n'allait pas commencer à mépriser par exemple les migrants ou les réfugiés. Il y a aussi des indications sur comment gérer une situation où on se trouve face à des personnes qui ont des opinions ouvertement racistes. Revenons à nos parlementaires. Dans ce communiqué de presse, il est déclaré que les parlementaires de l'AfD ne s'y connaissent pas si bien que ça en matière de politique sur Internet. Cela a été confirmé par la professeure Katharina Zweig, qui dit sur Twitter que le parlementaire ne s'y connaît pas très bien, mais qu'il a posé des questions relativement intelligentes. Ce style coopératif qui est montré par l'AfD montre bien qu'il y a une réelle volonté de coopération, qui montre bien que l'AfD essaye de se dédiaboliser pour pouvoir travailler avec les autres partis. Il va être intéressant de voir comment l'AfD va se comporter ces prochaines années. Si vous vous intéressez à la question, je vous invite à aller consulter les vidéos des débats qui se trouvent sur le site du Parlement fédéral. Je vous invite aussi à travailler dessus dans vos organisations respectives afin de vous distancier au maximum de l'AfD. Essayez de voir que leurs positions neutres ne sont pas neutres pour rien et qu'il y a clairement quelque chose qui se cache derrière. Si vous avez l'impression que... Si vous voyez que ces responsables politiques ont un comportement assez neutre, dites-vous bien qu'ils le font à dessein. Au final, l'AfD est tout de même un parti qui fait du révisionnisme, qui est xénophobe, qui est raciste. Je vous remercie pour votre attention. Merci Myriam. Vous connaissez la maison, vous savez que nous avons maintenant le temps pour des questions-réponses. Pour ceux qui s'en vont, je vous invite à prendre la sortie à ma gauche. Vous pouvez contacter Myriam sur Twitter ou par email. Je donne maintenant la parole au microphone 2. Merci pour l'exposé très intéressant. Je me demande si l'AfD est maintenant vu comme un parti d'état de droit, ou plutôt un parti qui milite pour une sécurité et un état policier. Donc, alors, oui, il y a pas mal de discrépances. Il y a pas mal
de questions que j'ai abordées pendant la session, où on voit que l'AfD essaye de se positionner, mais et a vraiment une dissonance cognitive sur leur positionnement par rapport à la liberté d'expression. Micro numéro 4. J'ai une question sur la liberté d'expression, justement. Tout le monde est pour la liberté d'expression. Mais pour la liberté d'expression des étrangers, il y a beaucoup de moins qui militent. Donc si l'AfD milite pour la liberté d'expression et elle fait parfois des déclarations assez limites, mais est-ce que au final il milite aussi pour la liberté d'expression des antifascistes par exemple? Alors, c'est cette dernière année, je n'ai absolument rien vu comme engagement de l'AfD pour la liberté d'expression des antifas et de l'extrême gauche. Nous avons encore quelques minutes. Est-ce que Internet a une question? Je ne pense pas. Ah, microphone 2. Ça m'intéresserait de savoir la position de l'AfD sur la politique de surveillance et la sécurité. Je pense que je suis la mauvaise personne pour répondre à ces questions parce que moi je m'intéresse à l'agenda numérique vraiment de l'AfD et je suis sûr qu'on pourrait avoir un talk très intéressant sur cette dissonance cognitive au sein de l'AfD, mais malheureusement je peux pas vraiment citer d'exemples où vous parlez de ça parce que c'est pas mon domaine de spécialité. Microphone 5. J'ai une question sur la position de l'AfD sur la nouvelle loi européenne sur le droit d'auteur. C'est une bonne question. Laissez-moi réfléchir si j'ai déjà vu des débats là-dessus et si j'ai déjà vu des déclarations de l'AfD sur ce sujet. Je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Je suis certaine que vous pourriez poser la question à Julia Reda, parce que c'est elle qui s'occupe surtout de cette question. Il y a d'autres collègues qui sont très actifs au Parlement européen. Et à mon avis, l'AfD est soit contre, soit elle est absente lors des débats. De nouveau, il y a une dissonance cognitive, parce que au Bundestag, lors des plénières au Parlement fédéral, ils disent « nous étions toujours contre cette thématique », et puis au final, à Bruxelles, ils sont absents, alors qu'ils auraient pu faire une position contre la thématique en question. Donc là, je dois vous dire que le droit d'auteur n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Nous avons encore un peu de temps. Microphone 1, s'il vous plaît. Oui, merci pour cette session. Je suis d'accord avec toi, dans le sens où tu dis qu'il faut vraiment se distancer, se positionner contre l'AfD. Je trouve ça très important, pas comme personne, mais aussi comme organisation. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser les faits que tu cites, spécifiquement les réactions de l'AfD, les utiliser comme argument contre l'AfD pour délégitimer le fait que l'AfD soit un parti démocratique. Comment est-ce qu'on peut partager ces faits pour créer un positionnement commun et concret contre l'AfD comme un parti? Donc, chacun est libre d'utiliser ces informations comme il veut, utiliser les plateformes qu'il veut pour distribuer ces informations. Énormément d'informations, d'informations sont disponibles sur des plateformes informatives, comme j'ai cité les médias du Bundestag. Toutes les vidéos sont disponibles, on peut tout télécharger, on peut tout regarder, toutes les informations. On peut passer du temps à regarder tout ça et à trier et à récupérer,
à récupérer les informations intéressantes. Moi, j'ai passé moi-même beaucoup de temps pour présenter cette session et j'ai écouté beaucoup de talks sur d'autres sujets aussi, sur la médecine, sur la sécurité intérieure, sur beaucoup de sujets sur lesquels ça serait intéressant de discuter. Tout est disponible en ligne pour tout le monde. Nous avons fini. Merci beaucoup Myriam.